Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Versailles au temps du roi Soleil, André Berkoff, depuis plus de 3 siècles, eh bien, le château demeure un instrument de pouvoir, un symbole, même comme tant d'autres lieux en France, André, qu'il soit célèbre, prestigieux ou bien méconnu, comme Souzy-la Briche ou la tribune du 14 juillet, André. Pas de liberté d'expression sans expression et lieu d'expression de la liberté. Et évidemment, et encore a fortiori, pas de pouvoir sans lieu du pouvoir. Que veut dire un pouvoir si effectivement ça se passait dans une case en plein soleil ou en plein hiver? Où est la majesté? Où est la pompe? Etc. Et en France, évidemment, on est très très bien placé pour cela, depuis la royauté et même avant. Et donc, c'est un livre très intéressant qui a été publié sous la direction de Sébastien Le Foll. Pourquoi? Parce que l'on parle de l'Élysée. Quand on parle de l'Élysée, l'Élysée aujourd'hui, on sait depuis une certaine constitution de 58, c'est le lieu du pouvoir, l'exécutif, on le sait. Montesquieu doit se retourner 10 000 fois dans sa tombe, mais le législatif et le judiciaire à côté de l'exécutif, c'est plus tout à fait ça. L'Élysée, le PC Jupiter, Matignon, le Quai d'Orsay, Bruxelles, n'en parlons pas, le lieu du pouvoir absolu aujourd'hui, le Louvre, Notre-Dame de Paris, et c'est un livre très intéressant parce que il fait l'inventaire d'un certain nombre de lieux du pouvoir en France, et c'est vrai que la géographie, ici, intime l'esprit. Vous savez, quand on parle des lieux du pouvoir, on parle aussi des places fortes de l'esprit. C'est en ça que c'est très intéressant, Céline. Et oui, l'histoire secrète et intime de la politique, nous allons vous la raconter dans un instant sur Sud Radio, avec Sébastien Le Foll, qui publie un livre passionnant. Alors restez avec nous pour tout savoir. À tout de suite. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir... Et oui, l'appel désormais culte de Boris Vian-André Berkoff, qu'il avait adressé en 1954 à René Coty, qui fut le dernier président de la 4e République, Sébastien Le Foll. Bonjour à vous et merci, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Alors, vous publiez chez Perrin un livre vraiment passionnant sur les lieux du pouvoir en France, auquel de nombreuses plumes prestigieuses ont participé. Et vous écrivez ceci: pour comprendre la personnalité de notre patrie, il faut absolument explorer ces palais nationaux. Expliquez-nous pourquoi. Ce qui m'a intéressé avec mes co-auteurs dans ce livre, c'est de voir que dans le pouvoir, il y a une double dimension. Il y a le pouvoir comme représentation, hein, ça frappe d'ailleurs nos auditeurs, hein, tous les Français voient bien que la vie politique est rythmée par des cérémonies. Régulièrement, récemment, des cérémonies d'hommage au Panthéon, mais Emmanuel Macron a reçu lundi les investisseurs étrangers au château de Versailles dans le cadre d'un sommet qui s'appelle Choose France. Donc pourquoi le pouvoir habite certains lieux, pourquoi il décide de se mettre en scène dans certains lieux, ça c'est la première dimension qui nous a intéressés. Et puis il y a la deuxième dimension qui, je dirais, est aussi mystérieuse, c'est comment le pouvoir s'exerce. On a tous rêvé un jour ou l'autre d'être une petite souris et d'être dans le bureau du président de la République ou à Matignon et écouter les conversations, suivre les réunions. Et c'est vrai que les Français comprennent de moins en moins comment la décision est prise dans notre pays. Tout a l'air si compliqué et on fait tous le constat d'ailleurs d'une grande impuissance publique. Il y a un tel décalage entre les discours et les actes. C'est cette double dimension du pouvoir que nous avons voulu explorer, et j'ai voulu réunir dans ce qui est une grande enquête une vingtaine de plumes familières des lieux du pouvoir qui les arpentent depuis longtemps, et puis qui en même temps est un vrai talent de plume, parce que je pense que ce n'est pas André Berkoff qui me démentira, la politique c'est quelque chose de très littéraire, et
Et ça se lit, ça doit être agréable à lire. Et oui, alors parmi ses talents, Solène de Royer, qui est l'une des plus grandes plumes du monde, elle nous entraîne donc dans le bureau le plus secret... Du journal Le Monde. Du journal Le Monde, effectivement. Elle nous entraîne donc dans le bureau le plus secret de l'Élysée, le fameux salon d'angle qu'Emmanuel Macron a investi en 2017. Quelle est l'histoire de ce lieu tant convoité ? Alors d'abord c'est une ancienne chambre, c'était la chambre de l'impératrice Eugénie, une partie de ce bureau même était occupée par sa salle de bain. C'est le bureau le plus reculé du palais de l'Élysée, au premier étage. Il est connu d'ailleurs pour sa très belle vue, il y a je crois 6 fenêtres qui donnent sur le parc, la roseraie, mais une partie des fenêtres donne également sur l'aile Madame, où vit et travaille la première dame. Et c'est le bureau effectivement le plus reculé. Par une porte dérobée, on peut s'échapper, rejoindre l'escalier Murat et s'enfuir peut-être. Et ce bureau, il a une particularité, c'est qu'il n'y a que 2 présidents de la Ve République qui l'ont occupé. Valéry Giscard d'Estaing, qui ne voulait pas occuper le salon doré parce que le général de Gaulle y était. Voilà, et que et officiellement, oui, il jugeait sacrilège de s'installer là. Il a même dit « Je ne m'assoirai pas dans le fauteuil qui était celui de Gaulle ». Incroyable. Et puis Emmanuel Macron. Alors, est-ce qu'il y a un rapprochement à faire entre Emmanuel Macron et Valéry Giscard d'Estaing ? Oui, peut-être. Peut-être que là, la géographie des lieux... c'est-à-dire que depuis... après tous les autres présidents ont occupé le Salon Doré. Oui. François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande. Mais alors, ce bureau d'angle, ce salon d'angle, il était devenu un peu maudit. Parce qu'il était devenu le bureau des conseillers du président de la République. Et notamment, le bureau occupé par 2 anciens conseillers à la personnalité... on va dire volcanique. Il y a eu Henri Guénaud. Oui, il se l'a vraiment approprié. Vous le racontez, c'est très marrant. Oui, Solène de Royer émet l'hypothèse d'ailleurs qu'il aurait probablement fait exprès de louper l'avion présidentiel qui se rendait à Berlin pour ensuite s'approprier ce bureau qui était apparemment dévolu à Emmanuelle Mignon, une autre conseillère de Nicolas Sarkozy. Et ensuite, ce bureau a été occupé par Aquilino Morel. Le fameux, oui. Voilà, donc 2 personnages un peu hauts en couleur. Et François Hollande avait condamné un petit peu ce bureau. Il s'en servait comme salon. Et un conseiller d'Emmanuel Macron dit, parce que Vincent Feltès, le conseiller de François Hollande, a dit c'est le bureau qui rend fou. Et aujourd'hui, un conseiller d'Emmanuel Macron dit que Emmanuel Macron n'a pas voulu occuper ce bureau parce qu'il ne voulait pas que ses conseillers deviennent fous. Donc ce bureau qui avait une sorte de légende noire en même temps, mais voilà, c'est là. Et Emmanuel Macron a donné certains de ses entretiens télévisés où il reçoit dans le Salon Doré, donc le bureau occupé par ses prédécesseurs. Oui, en fait, effectivement, le Salon d'angle et le Salon Doré, on peut dire que ces 2 pièces reflètent en quelque sorte les 2 corps du pouvoir. Oui, et ce qui est intéressant, les 2 corps du roi, tout à fait. Et ce qui est intéressant, ce que raconte bien Solène de Royer, c'est que ce bureau, situé au premier étage du corps central de l'Élysée, avant, il y avait pas mal de monde, même encore à l'époque de Nicolas Sarkozy. Il y a plusieurs personnes qui travaillaient à ce premier étage. Aujourd'hui, il y a le président de la République et son secrétaire général, Alexis Kohler, ce qui en dit long sur l'extrême concentration du pouvoir aujourd'hui en France. Oui, parce que effectivement, Solène de Royer dit qu'effectivement, au premier étage de l'Élysée, Emmanuel Macron ne veut personne d'autre dans son intimité. Oui, on le voit à quel point, et c'est aussi l'intérêt de cette enquête, c'est de montrer comment s'exerce le pouvoir. Et là, il s'exerce de manière très solitaire. Et preuve de ce très grand isolement du président, c'est que d'ailleurs lui-même redoute une sorte on le redoute cet isolement, puisque Solène de Royer nous raconte qu'il change régulièrement l'aménagement de la pièce. Oui. Fait déplacer les meubles comme s'il il redoutait d'être congelé en quelque sorte dans ce bureau. Il faut se rappeler que c'était Valéry Giscard d'Estaing qui dénonçait à l'époque de Gaulle l'exercice solitaire du pouvoir. Hein. Oui, alors c'est pas nouveau ça. Il y a l'ironie de cette histoire des lieux, c'est que
également l'un de ceux qui ont le plus critiqué la dérive monarchique de la Ve République, c'est François Mitterrand, et qui s'est empressé d'endosser les habits du monarque. D'endosser la toge et les habits du monarque. Un des premiers G7 qu'il organise, je crois, il l'organise à Versailles. Voilà. Et oui, en tout cas, Solène de Royer le raconte, et elle raconte aussi cette anecdote qu'en arrivant à l'Élysée, l'une des premières choses que Emmanuel Macron a fait, c'est de retirer du vestibule du premier étage les portraits de Mitterrand, de Gaulle et de Pompidou. Et il a même des dit présidents morts. Des présidents morts, oui. Oui, puis là, on voit la décoration, par exemple. Valéry Giscard d'Estaing avait fait venir du Louvre un tableau de Delacroix. Emmanuel Macron, lui, il fait installer un tableau de Simon Entaille qui s'appelle Écriture rose. Et puis d'ailleurs, peut-être que vous aviez vu cette fameuse vidéo qui avait fait tant jaser, c'est son échange avec deux youtubeurs, McFly et Carlito. Oui, et Carlito. Et leur première remarque, mais qu'est-ce que c'est que ce mur là derrière vous, Monsieur le Président? C'est un peu sale, on croyait que c'était un peu mieux tenu, l'Élysée. C'est très amusant, oui. Alors parlons à présent du PC Jupiter, qui est donc situé à plusieurs mètres sous l'Élysée. Et c'est Jean Guinel, donc un journaliste spécialiste des questions de défense, qui nous fait découvrir ce bunker. Quand est-il entré en service, Sébastien Lefebvre? Alors il entre en service en 1940 sous Albert Lebrun. Il va assez peu servir finalement. En plus c'est un bunker, plusieurs mètres sous l'Élysée, qui est très malcommode, très exigu. Il va y avoir quand même au moment de la guerre d'Indochine, s'y tiennent en principe ce qu'on appelle les conseils de défense, et aujourd'hui qu'on appelle conseils de défense et de sécurité intérieure. C'est surtout militaire en face. Voilà. Et il y aura l'affaire des fameuses fuites au moment de l'Indochine. On va même accuser à un moment François Mitterrand. Oui, accusé de traître et d'espion de Moscou, c'est ça, hein. Et d'agent de Moscou. Hein. Ensuite, Valéry Giscard d'Estaing va le faire réaménager. Il l'aimait pas trop, d'ailleurs, il le surnommait le terrier de la peur. Alors, il faut savoir que c'est aussi, on dit que le président, c'est un lieu important symboliquement aussi parce que, rappelons-le, le président de la République, c'est aussi le chef des armées. Et c'est là où le président apparaît un peu comme l'héritier du maître des batailles, Napoléon, et des rois de guerre. Donc, au départ, les présidents ne s'y affichent pas. C'est Emmanuel Macron qui va s'y mettre en scène et va utiliser ce lieu même dans des circonstances qui n'ont rien à voir avec la guerre. Au moment du Covid, on se souvient, ces images qui fuitent. Et d'ailleurs, François Mitterrand va y faire siéger à ce Conseil de défense des militaires après, vous savez, la fameuse démission, les propos de Jean-Pierre Chevènement au moment de la guerre du Golfe, parce qu'il veut contrebalancer la parole de son ministre. Donc, petite salle, exiguë, qui est protégée en principe des bombardements et des interruptions, des piratages électroniques. Est-ce qu'elle protège, elle protège du nucléaire, elle protège d'un danger, ou pas du tout? Est-ce qu'elle est au niveau de demain, à Dieu le plaise, il y aura une guerre nucléaire? Est-ce que ce PC Jupiter est protégé? Très bonne question. Effectivement, à laquelle Jean Guinel ne répond pas tout à fait, c'est vrai. Parce qu'on s'est vraiment demandé toujours, le PC Jupiter... Alors, Jean Guinel indique qu'effectivement, si l'Élysée était bombardé et tout, il y a tout un système prévu pour que le tunnel, voilà, notamment à Vincennes, où les réunions pourraient se tenir, mais effectivement... Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question. Eh oui. Alors, dans la formation du Conseil de défense et de sécurité intérieure, la mise en scène de la protection du secret est vraiment primordiale. Quelle est celle qui a été mise en place depuis 2017 sous Macron? Par rapport au secret. Voilà, la protection du secret, effectivement. Parce qu'on a parlé, effectivement, qu'il y a eu beaucoup de fuites à une époque, en 53 et 54. Notamment, Jean Guinel raconte, il y a des précédents au moment de l'opération Barkhane. Il y a plusieurs informations qui ont fuité. Également François Hollande, quand il a parlé à... Homo, voilà, c'est la première fois où d'élimination on a eu effectivement connaissance d'opérations d'élimination directe décidées par le président de la République. Et en principe depuis, alors évidemment, quand on assiste à cette réunion, on n'y entre pas avec son téléphone portable, mais enfin, il n'y a pas besoin d'enregistrer les conversations pour parler à des journalistes, et que, en dépit des protocoles qui ont été mis en place, voilà, ça ne garantit pas contre les fuites.
Ah oui, Jean Guidel dit quand il y a des fuites aujourd'hui, c'est qu'elles sont autorisées, organisées et planifiées en quelque sorte. Mais disons que la réunion dans ce PC Jupiter, je dirais, rend solennelle la décision. C'est-à-dire qu'elle entérine une décision. C'est-à-dire qu'on ne vient pas là pour débattre. La décision est prise en principe. Sébastien Le Foll, je voudrais revenir juste un moment sur l'Élysée. Est-ce qu'aujourd'hui encore, puisque c'est vraiment le lieu du pouvoir par excellence, il faut le dire en tout cas en France, hein, c'est clair, est-ce qu'encore, enfin vous y avez été moi aussi, est-ce que vous pensez que quelqu'un qui pénètre là, quand même, malgré tout, même s'il y a tous les indifférences ou les hostilités ou les rejets de la politique, quelle qu'elle soit, il y a encore ce sentiment de dire « Ah, je suis dans un lieu... » je ne dirais pas sacré, mais dans un lieu privilégié. Est-ce que ce sentiment, à votre avis, perdure? Je pense qu'il perdure, mais il est beaucoup moins fort qu'avant. Pierre, après, alors, l'Élysée, alors c'est important, c'est un palais, l'Élysée, et non un hôtel comme Matignon. Ça, cette distinction à son importance. C'est intéressant, mais... palais de l'Élysée, hôtel Matignon. Oui. Absolument. On en parlera d'ailleurs. Mais quand vous allez à l'Élysée... Bon, les lieux ont été refaits, notamment la salle des fêtes, mais il y a quelque chose d'assez vétuste. De Gaulle détestait l'Élysée. Il disait que c'était une maison bourgeoise où on ne soufflait pas l'esprit. D'ailleurs, je crois qu'il avait même envisagé un moment d'installer la présidence de la République à Vincennes. Ouais. Le lieu fait tout de même poussiéreux, je trouve, ouais. et n'impose pas non plus, n'est pas si impressionnant que ça. C'est vrai. Ce que vous en pensez, André, vous parliez de Gaulle, mais Yvonne de Gaulle aussi n'aimait pas l'Élysée. Elle parle de l'Élysée comme elle parlerait d'un camp de concentration, écrivait Malraux. Oui, et puis à chaque fois, ces lieux de pouvoir sont des prisons. C'est le contraste entre le pouvoir, la quantité de pouvoir concentré dans ces lieux et leur extrême isolement. Donc il y a c'est quand même, je crois, à chaque fois, et c'est un mot qui revient très souvent chez les anciens présidents, c'est la prison. Oui, c'est ça. Oui, l'isolement. La solitude du pouvoir. La solitude, oui. Oui. Alors un mot sur l'avion présidentiel. C'est en quelque sorte un véritable petit Élysée volant. Vous l'avez emprunté vous-même, Sébastien Le Foll? J'ai eu l'occasion lors d'un voyage présidentiel à Alger dans des conditions particulières, puisque dans la nuit qui précédait le décollage de cet avion, Johnny Hallyday est mort. Donc la mort de Johnny Hallyday a beaucoup plus occupé la délégation de ce voyage officiel que les relations avec à l'époque c'était Bouteflika. Il y avait tout un suspense pendant le vol pour savoir si Bouteflika pourrait même qui était déjà recevoir Emmanuel Macron. Alors ce qui est intéressant dans cet avion, alors il est l'objet, c'est intéressant aussi, c'est que le pouvoir, il est l'objet de fantasmes et ces lieux particulièrement. Et cet avion, souvenez-vous, quand Nicolas Sarkozy a décidé de changer l'avion présidentiel, qui n'est franchement, ça n'a rien à voir avec l'Ilyushin de Poutine et le Air Force One américain, hein, ça reste assez modeste. Mais ce qui est intéressant, c'est le rituel. Est-ce que la République française emporte en altitude, et c'est cette société de cour. Il y a toujours ce moment crucial où tous les invités guettent l'aide de camp qui vient choisir les invités venez à l'avant avec le choisi par le président de la République pour partager son petit déjeuner, son dîner ou une simple conversation. Donc la société de cour dans toute sa splendeur se retrouve dans l'avion présidentiel. Ah oui, en tout cas Nathalie Chouk, c'est ça. Nathalie Chouk, oui. Grand reporter et rédactrice en chef politique au Point, qui a écrit ce chapitre dans votre livre. Elle raconte des incidents qui ont longtemps révélé en quelque sorte l'état de déliquescence de ces avions de la République. C'est impressionnant ce qu'on raconte. Certains ont eu vraiment des frayeurs. Franck Louvrier, l'ancien responsable de communication de Nicolas Sarkozy, dit qu'à l'époque on voyageait en classe épouvante. Et c'est vrai que d'ailleurs bien des personnalités qui ont emprunté ce vol présidentiel le trouvaient beaucoup moins confortable quand même que les classes économiques de charter. C'est un avion qui n'avait pas un rayon d'action très important. Il fallait se poser, il fallait jamais être à plus de 2 heures d'une piste en cas de problème. Donc sans cesse cet avion s'arrêtait. Et puis il y a eu la grande époque du Concorde dont Mitterrand et Chirac ont raffolé. Et puis des comportements à l'époque qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui. Mitterrand avait, ce qu'a raconté Nathalie Chouk, un faible pour une marque de chocolat qui s'appelle la Marquise de Sévigné. Et un jour, on voyage en Afrique, on se rend compte qu'il n'y a plus de chocolat dans la boîte. On a donc envoyé un avion pour
alimenter le président en chocolat. Les caprices de Monsieur Et Mitterrand. à l'époque, on ne pouvait pas Incroyable. toujours, les moyens de communication étaient très réduits, on devait passer par la radio du copilote souvent pour être en contact avec le sol. Très intéressant de voir que les caprices des monarques restent les caprices des monarques, qui soient de droite, de gauche ou d'ailleurs. Sébastien Le Vol, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio et on va continuer donc de vous raconter, chers auditeurs, l'histoire secrète et intime de la politique. À tout de suite. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Ah, tu parles d'un 14 juillet, quand il rapplique dans les rues de Paname, les Tuileries où se promenaient nos rois deviennent alors le rendez-vous de Paname. Et oui, Paname, André Berkoff, la tribune de la fête nationale du 14 juillet demeure le plus méconnu des lieux du pouvoir dans notre pays, Sébastien Le Foll. Elle a toujours existé, cette tribune ? Ah oui, souvenez-vous, la fameuse fête de la Fédération où Louis XVI apparaît avec les députés. Déjà, elle est au Champ de Mars. Cette tribune s'est beaucoup baladée parce que le défilé a beaucoup changé de lieu. Hein. Ça a mis du temps avant de se stabiliser. Après la prise de la Bastille, quoi. Enfin, ouais, et puis Valéry Giscard d'Estaing est élu en 74. Il est place de la Bastille, à la tribune. Il est allé se défiler à l'école militaire. Il a beaucoup changé, mais assez vite, effectivement, cette tribune s'est installée. Elle n'a jamais eu le clinquant qu'elle a aujourd'hui. Hein. Oui, à la Concorde. Même à l'époque de Gaulle, c'est pas non plus. C'est une petite tribune de fête foraine. Hein. Oui, mais vous dites effectivement qu'avec Giscard, la tribune du 14 juillet a pris vraiment une autre dimension. Il l'impose vraiment comme un lieu de représentation du pouvoir à part entière. C'est oui, ça, parce que ce qu'il y avait. Quand on revoit, je me suis amusé, moi j'aime beaucoup regarder les archives de l'INA, et quand vous regardez le premier défilé de 1974, vous êtes frappé d'une chose, c'est que Valéry Giscard d'Estaing a assisté à ce défilé du début à la fin debout. Il n'avait pas de siège. Ah ouais. Et dit-il, alors c'était un moyen, là encore. Il a refusé d'avoir un siège. Même. Le pouvoir, là encore, vous voyez, c'est la représentation. Quel est le message qu'il veut envoyer? Alors lui, il dit officiellement, je veux... Voilà, mes troupes, il est le chef des armées, mes troupes défilent debout, je ne vais pas m'asseoir. Mais ce qui est frappant aussi sur les images, c'est que sa position à l'image fait qu'on ne voit pas derrière son Premier ministre et les autres personnages de la République. Oui, ça a été sa façon à lui, en quelque sorte, de tourner la page du gaullisme et d'imposer son style aussi. Oui, et puis un style aussi, malgré tout, assez royal quand même. Hein, parce que la royauté, la monarchie n'est jamais très loin. Hein, étudier la République... Pas par hasard qu'on l'appelait monarchie républicaine. Oui, tout à fait. Moi, j'adhère totalement à l'analyse qu'a pu faire un grand penseur, aujourd'hui malheureusement disparu, Jean-François Revel, qui définissait la Ve République comme un absolutisme inefficace. Oui, et oui, la dimension royale est très présente, en tout cas dans cette représentation. C'est que la République impose aussi sa propre liturgie, mais qu'est-ce que cherchent la plupart de ses présidents, même... qui sont proclamés normaux, comme François Hollande, c'est de s'inscrire quand même dans une lignée qui remonte à l'Ancien Régime. Et oui. Et à l'inverse, en revanche, de Giscard, lui, Mitterrand était assis tel un empereur romain, donc sur ce fameux fauteuil de bois doré et de velours en soie rouge. C'est apparu comme un contre-pied total, mais il faut se resituer. Je parle sous le contrôle d'André qui connaît ça très bien. La gauche gagne en 81, grande inquiétude à droite et chez les militaires. Et évidemment, Mitterrand va les prendre court. Il apparaît, cette tribune, sur un trône en posture impériale. Il sera le seul président d'ailleurs qui est assis sur son trône plusieurs mètres. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a tout un protocole, hein, c'est-à-dire il y a un côté Kim Jong-un, ouais. Mitterrand, là. Ah oui, alors justement, ce protocole, effectivement, vous le décrivez d'une façon très intelligente et passionnante dans votre livre. Quel est effectivement, vous parlez de cette guerre des chaises, en quelque sorte. Oui, alors c'est ce que j'ai découvert en menant cette enquête, c'est que il y a plusieurs hauteurs de chaises selon votre rang. Parce que la France, c'est aussi le culte de l'étiquette, du rang, hein, c'est ce
ce qui nous reste vraiment de la monarchie, hein, c'est qu'on pousse très très loin ce culte de l'étiquette, et qu'effectivement, selon que vous soyez président de la République, Premier ministre ou simple ministre, vous avez une chaise qui est plus ou moins haute. Mais c'est le président qui a la chaise la plus haute. Alors, c'est plus le cas d'Emmanuel Macron, mais à l'époque, François Mitterrand, sur ces fameuses images que vous évoquez, son fauteuil fait 5 cm de plus que les autres. Eh oui. L'intérêt, quand même, c'est, non mais Sébastien Le Foll, c'est très intéressant que ce soit un président de gauche qui retrouve les accents les plus inégalitaires de la hauteur ou pas de la hauteur, quand même, c'est intéressant. Totalement, mais on pourrait dire aussi que, ouais. Finalement, connaissant l'histoire de François Mitterrand et sa jeunesse, il n'a eu aucun mal à endosser les habits monarchiques. C'est vrai. Mais la France est vraiment la seule de toutes les plus grandes démocraties qui célèbre sa fête nationale au moyen d'un étalage aussi massif de ses forces armées. C'est ce que disait Jean-François Revel. Ouais. Souvenez-vous, il y a même une candidate à la présidence de la République qui a voulu même supprimer le défilé du 14 juillet. Eva Joly, ouais. Mais là aussi, voilà, le pouvoir, c'est le moment d'une représentation où le président apparaît comme le chef des armées. Et d'ailleurs, il y a eu toute une évolution au début. Vous savez, quand le président remonte les Champs-Élysées, en principe, il salue ses troupes. Et à partir de Jacques Chirac, il va y avoir une entorse un peu à ça, où on voit le président saluer la foule. C'est pas un meeting en principe le 14 juillet, donc c'est le président qui doit saluer ses troupes en principe. Ah oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est un spectacle unique au monde, ce défilé? Oui, à tel point que d'ailleurs quand Donald Trump est venu assister à ce défilé en 2017, quand il est remonté dans Air Force One, la première chose qu'il a dit à ses conseillers, c'est « je veux ça, ouais. Je veux ça aux États-Unis. » Ouais. Mais sa demande restera sans suite, je crois, non? Oui, ça, en tout cas, pour le moment, l'idée n'a pas été reprise par Joe Biden, mais peut-être que si Trump est réélu, il le mettra en place. Il va demander à Philippe de Villiers de lui refaire le Puy du Fou à Washington, version américaine. Juste un mot par rapport à ça, mais De Gaulle descendait quand même. C'est pas à un moment du 14 juillet que De Gaulle descendait les Champs-Élysées. Oui, tout à fait. Ouais. Mais De Gaulle, vous voyez les images des 14 juillet avec De Gaulle, ne se met pas en scène à ce point-là, parce qu'en principe, le spectacle, il est dans le défilé. Et que dans les retransmissions, la caméra s'attarde quand même assez longuement sur cette tribune. Et puis il y a eu des tribunes fameuses. Hein, les différents présidents de la République, on en fait un lieu de représentation. La tribune des dictateurs. Oui, au moment où Nicolas Sarkozy réunit tous les chefs d'État de l'Union de la Méditerranée. Mais il y a aussi cette fameuse tribune du 14 juillet 1989 pour le bicentenaire de la Révolution, oui, bien sûr. Où, souvenez-vous, tous les chefs d'État apparaissent derrière une vitre, car les services américains, craignant un attentat, avaient imposé cette vitre par balle. Alors partons maintenant à Matignon, effectivement, où les premiers ministres sont installés depuis 1935, Sébastien Le Foll. Alors Jean-François Revel disait être Premier ministre de la Ve République n'est pas une fonction mais une fiction. Expliquez-nous pourquoi il disait ça. Et il ne croyait pas si bien dire. Hein. Oui, parce qu'il voulait dire par là que le vrai pouvoir était à l'Élysée, il était concentré. Et c'est vrai que tous les anciens premiers ministres qu'a rencontré Tugdual-Denis, qui signe le chapitre sur Matignon, démentent évidemment. Non, ce n'est pas une fiction. Mais enfin, ils ont d'autres expressions. Édouard Philippe parle d'une gare de triage. C'est vrai que même ce qui ne se fait pas à Matignon n'est pas décidé. À Matignon, il passe tout de même, parce que c'est là qu'on met quand même en musique les grandes décisions ou le grand dessin présidentiel. Alors c'est un lieu assez fascinant parce que là aussi un lieu malcommode. Il n'y a pas un seul hôtel. Hein. Matignon, c'est un quartier, comme le raconte Tugdual-Denis, relié par des jardins, même par des galeries. C'est parfois, il faut même très longtemps pour certains conseillers pour rallier les salles de réunion. Mais là aussi, qui obéit à une géographie, à une topographie, et c'est quelque part dans ce foutoir quand même, parce que c'est une sorte de foutoir, c'est un peu l'image que la France fait de l'État, que l'on voit, et puis c'est aussi
la façon, comme dit, je crois, François Fillon, c'est notre façon d'être la France, cette organisation un petit peu brinque-ballante. Oui. Et Emmanuel Macron est le fossoyeur de Matignon, c'est ce que dit le journaliste Hugues Dualdoni. Vous, quel est votre avis ? Georges Pompidou, dans un livre prophétique qu'on a exhumé là pour l'anniversaire de sa mort, Le Nœud Gordien, parlait bien de l'évolution de la fonction de Premier ministre. Il dit ou bien le président mangera le Premier ministre et le Premier ministre deviendra un directeur de cabinet. C'est un peu quand même ce qu'il est devenu, le Premier ministre sous Macron. Hein. Oui, on en est là aujourd'hui. Est-ce que du point de vue de l'atmosphère, je ne sais pas si vous avez connu les deux, est-ce que l'atmosphère, quand on entre à l'Élysée ou quand on entre à Matignon, disons, je ne parle pas pour un ministre, hein, c'est très différent? Oui, l'Élysée, quand vous y entrez la première fois, il y a cette cour qui reste intimidante. Matignon, vous êtes dans la salle des machines immédiatement. C'est ça. C'est très intéressant parce que dans la Constitution, on dit le gouvernement conduit et détermine la politique de la nation. Conduit, c'est plus le cas. C'est tout le problème. Oui, alors c'est un lieu où effectivement les premiers ministres passent énormément de temps, mais c'est un travail. Il y a deux choses qui caractérisent quand même le travail du Premier ministre à Matignon. D'abord, c'est un travail beaucoup plus collectif qu'à l'Élysée. C'est une ruche, Matignon. Et puis il faut pas oublier une chose, c'est que le Premier ministre, il va chaque semaine devant le Parlement, il est à portée de baffe et d'insultes des députés. Donc ça change aussi beaucoup de choses. Et oui. Et dans votre livre, Manuel Valls révèle que le point commun entre tous les anciens premiers ministres, c'est vraiment la nostalgie de Matignon. Donc ils n'ont pas tellement souffert. Il faut dire qu'ils sont bien soignés. Hein. Il y a toute l'excellence Raphaël française. Baquet, vous avez reçu récemment pour un autre livre, avait écrit une enquête qui s'appelait L'Enfer de Matignon. C'est pas ainsi qu'évidemment ils le décrivent. Au contraire, ils en sont très nostalgiques. La cave est très bonne parce que François Fillon, qu'on le raconte, Dualdoni a rapatrié de la lanterne à Versailles quand Nicolas Sarkozy a annexé la lanterne. Et François Fillon a fait revenir la cave. Les bonnes bouteilles. Et puis d'ailleurs, il y a des choses intéressantes à Matignon dans on parlait du côté monarchique. Il y a des petits rituels, d'un autre temps. Par exemple, Dualdoni nous révèle que les plateaux repas des conseillers ne sont pas de la même couleur, selon qu'ils soient en haut de la hiérarchie à Matignon ou en bas. Donc, rouge ou blanc. Oui. Comme les chaises, quoi. Comme la taille des chaises. Oui. Et il y a un jardin qui est fantastique. Oui, c'est l'un des plus beaux de Paris, on peut dire, Matignon, 3 hectares. C'est avant tout un jardin. Et puis, grosso modo, vous pouvez faire vos 5 km de course à pied en faisant 10 tours du jardin. Et puis, il y a ce petit lieu plus mystérieux. D'ailleurs, on avait pensé au départ en faire le lieu de Matignon. La lanterne. Il y a le pavillon de musique. Pavillon qui de est au fond du jardin. Ouais. Et oui, c'est un endroit. Apparemment, c'est l'endroit le plus stratégique, on dit, de Matignon. Oui, il se passe beaucoup de choses. C'est à la fois là qu'on peut se réfugier pour des rendez-vous un peu plus discrets, mais c'est là aussi où, par exemple, Madame Castex, pendant le Covid, a été confinée parce qu'elle avait le Covid. Certains ont pensé dormir dans ce pavillon de musique avant d'y renoncer. Et oui. Et dans ce jardin, chaque ministre, il laisse une trace en quelque sorte. Il plante un arbre, et puis la tradition veut que quand un ancien Premier ministre vient à Matignon, on lui resserre à la fois son plat préféré et son vin préféré. Sébastien Le Foll, dans un instant sur Sud Radio, nous ferons une visite guidée du plus important lieu de pouvoir européen, à savoir Bruxelles. André Berkoff, entre vérités et fantasmes, vous nous direz tout sur cette arène unique au monde. À tout à l'heure chez Ursula von der Leyen. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. C'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps où Bruxelles bruxelait. Et alors Bruxelles, hein? Eh oui, Bruxelles et André Berkoff. Et depuis 1997, Bruxelles est la capitale de l'Europe. Elle abrite une concentration de pouvoirs politiques, économiques et administratifs. Et c'est quasi unique au monde, Sébastien Le Foll. Oui, alors c'est ça le contraste frappant dans le chapitre que Luc de Barrochet consacre à Bruxelles. Connaît bien Bruxelles puisqu'il a été correspondant.
c'est ce contraste entre, oui, effectivement, cette concentration de pouvoir, qui n'a d'équivalent probablement que Washington. Il y a plus de 100 000 personnes qui travaillent chaque jour dans ce qu'on appelle le quartier de l'Europe à Bruxelles. C'est énorme, 100 000 personnes. Oui. Alors 32 000 fonctionnaires, hein, ça peut paraître beaucoup, mais en fait c'est beaucoup moins qu'à Bercy par exemple. Et puis on dit officiellement il y a 12 500 lobbyistes qui sont enregistrés. On dit qu'il pourrait y en avoir au moins 2 ou 3 fois plus. Donc oui, il y a une concentration immense. Et puis dans un lieu totalement désincarné. C'est un fatras architectural, mais qui tient au fait d'une chose, c'est que le pouvoir européen, contrairement au pouvoir français dont on a parlé là précédemment, n'a pas d'incarnation. Donc il n'y a pas de lieu réel de représentation du pouvoir quand il n'y a pas d'incarnation. Et d'ailleurs, quand on constate sur nos billets d'euros dont nous servons tous les jours, qu'est-ce qui symbolise l'Europe? C'est des portes et des ponts. Il n'y a pas de personnage. Oui, pas de personnage, qui est extraordinaire. Quand on pense au franc, où il y avait tous nos cardinaux, nos philosophes, nos écrivains, etc., là, rien. L'Europe a décidé, en tout cas son centre politique, d'être hors du temps, hors de l'histoire, et de ne froisser personne, donc de ne pas mettre en avant de personnages qui pourraient incarner un pays ou des valeurs. Eh oui, mais par rapport aux lobbyistes, effectivement, vous évoquiez tout à l'heure, outre les Européens, les Américains et les Chinois sont vraiment présents en force sur place? Oui, très présents, et notamment toutes ce qu'on appelle les GAFA, hein, qui sont aujourd'hui les Google et Facebook sont plus puissants que les États. Hein, ont évidemment des bureaux à Bruxelles, et il y a un intense lobbying qui se fait pour peser sur les décisions, parce que l'Europe, rappelons-le, aujourd'hui sa spécialité, c'est de fabriquer des normes. Donc, pour peser sur ces normes, pour influencer les décisions, il faut des lobbyistes et notamment lobbyistes qui viennent du monde entier. Du monde entier, et il faut être là pour effectivement parler aux politiques et surtout aux fonctionnaires qui ont la main sur ces décisions. Et oui, et dans votre livre, effectivement, dans ce chapitre sur Bruxelles, Luc de Barrochet évoque donc les règles fumeuses et laxistes du Parlement européen qui ont probablement donc facilité une certaine culture de l'impunité. Quelles sont-elles justement ces règles, Sébastien Le Foll? Oui, justement, c'est que ces règles sont floues. Donc c'est ce qui fait que certains députés, il y a eu une affaire récente en 2022, ce qu'on a appelé le Qatargate, une eurodéputée grecque. On a retrouvé dans des valises qu'elle avait confiées à son père de l'argent liquide. Donc là, pour le moment, il y a une enquête et il y aura probablement un procès, mais effectivement, les représentations européennes, les députés, sont un peu à la merci effectivement de tentatives comme ça de corruption qui restent quand même encore assez marginales. Mais le vrai pouvoir, je dirais, s'exerce à travers le lobbying et l'influence sur les réglementations européennes. C'est là surtout que ça se joue. Mais oui, il y a eu aussi l'affaire André Berkoff, on peut en parler, des SMS échangés entre Ursula von der Leyen et le PDG de Pfizer, Albert Bourg. Non, justement, ce qui est très... Je suis allé à Bruxelles et puis on est allé voir un peu ça, c'est vrai, d'abord c'est d'une tristesse incommensurable, je veux dire, l'architecture, en tout cas, je ne parle pas du reste... Mais en même temps, c'est très passionnant parce que tout se joue là. On sait très bien, et vous le savez, Sébastien Le Foll aussi bien que moi, que 80% des règlements et des normes en France sont des normes européennes aujourd'hui. Hein, on en est là. Et puis on voit tout le travail que vous avez décrit, etc. Et au fond, c'est vraiment le contraste, d'ailleurs dans votre livre aussi, par rapport à ces lieux de pouvoir dont on parle, que ce soit Latché ou ailleurs, hein, pour Mitterrand et d'autres, et puis Versailles et tout cela, et puis cette espèce de grands immeubles, on a l'impression d'être dans une espèce de Manhattan plus ou moins revisité. Mais ce qui est frappant quand même, c'est l'opacité. Enfin, on va pas parler politique, mais quand même le fait que quand il y a eu l'affaire des SMS, vous savez, échangés en principe entre Ursula von der Leyen et Albert Bourla, le PDG de Pfizer, le Parlement européen a essayé de savoir ce qui se passait, fin de non-recevoir. Est-ce que cette opacité-là, Luc de Barrochet, il en parle un peu, mais est-ce qu'elle se ressent un peu, est-ce que c'est pas encore plus le royaume de l'opacité que l'Élysée, Matignon ou autre?
Oui, c'est vrai. C'est probablement plus opaque que l'Élysée, Bruxelles. Alors que ça devrait être moins opaque, enfin, par rapport à la concentration du pouvoir. Luc de Barrochet ouvre. On parlait du bureau d'Emmanuel Macron, mais quand il démarre son chapitre en décrivant la vie d'Ursula von der Leyen. Elle est née à Bruxelles. Son père était un haut fonctionnaire également à Bruxelles, et donc en principe, elle a une indemnité de, je sais plus quel montant, mais confortablement, en tout cas confortable pour pouvoir se loger. Mais donc elle a fait aménager un petit studio tenant à son bureau très austère, où elle vit là. Elle n'a pas de résidence de fonction. Non, elle n'a pas de résidence de fonction. Elle monte ses chevaux apparemment en Allemagne le week-end, mais effectivement, elle vit là dans cette sorte de bunker. Et effectivement, les mécanismes européens tels qu'ils, là encore, la géographie, la topographie sont très éloquentes. On voit bien la manière dont Luc de Barrochet décrit cet ensemble d'immeubles, de bureaux, parce qu'on est dans un quartier d'affaires, entretiennent vraiment cette idée d'une opacité, d'un manque complet de transparence dans le fonctionnement et dans la fabrique de la décision. Ah oui. Alors on peut dire que l'Union européenne, depuis le Brexit de 2019, se sait mortelle. Est-ce que ce risque existe-t-il vraiment, Sébastien Le Foll, selon vous ? Ce qui est frappant, comme c'est... les civilisations selon Paul Valéry. Probablement mortel, parce que pour plusieurs raisons. D'ailleurs, le projet européen, qui au départ était un projet assez élitiste et qui a été vertical, parce que on peut penser qu'au lendemain de la guerre, spontanément, les peuples n'allaient pas se tomber dans les bras. Mais ensuite, ce projet n'a plus su entraîner les peuples. Et j'interrogeais l'autre jour, pourtant un Européen très fervent qui est Giuliano da Empoli, qui est l'auteur du Mage du Kremlin, et admettait que oui, l'Europe était un projet froid, qui est un projet aujourd'hui plutôt toujours élitiste. D'ailleurs, Helmut Schmidt, l'ancien chancelier allemand, avait une formule qui est très éloquente que rapporte Luc de Barrochet. Il dit « Celui qui a des visions ferait bien d'aller consulter un médecin ». Donc c'est-à-dire que voilà, on est dans une structure politique qui a cru que effectivement une entité elle pourrait continuer à exister en défendant uniquement le droit et une certaine morale, mais un peu le marché, en renonçant à être une puissance. Et on voit bien qu'aujourd'hui, à l'heure où les anciens empires du 19e siècle se réveillent, que cette Europe est devenue une sorte de ventre mou. Ah oui. Ça se traduit simplement aussi, d'ailleurs, dans l'architecture. Moi, je dis qu'il est extrêmement frappant de voir que cette Union européenne, Commission européenne, parce que il y a un truc, c'est que le président de la République, chez nous ailleurs, il est élu. La Commission européenne n'est pas élue. Le Parlement, oui, mais la Commission et le Conseil européen ne sont pas des élus. Or, ce sont eux qui dirigent. Et je ne dis pas ça sans prendre parti, d'ailleurs, là-dessus, c'est que ça se reflète dans l'architecture et dans les lieux. Quand on va là-bas, on se dit, mais il est où le pouvoir? Et justement, c'est ce que vous avez écrit, le pouvoir, il est lobbyiste, etc. Oui, ce qui frappe dans ces lieux, c'est on a l'impression même qui a été recherchée, cette neutralité technocratique. C'est ça. Après, pour là où je diverge avec vous, André, c'est que je pense qu'aussi les États ont une responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a un moment, si on décide d'être une équipe, il faut que les différents talents mettent au service de l'équipe. C'est sûr. Voilà. Ils ont délégué. En tout cas, André Berkoff, il faut rappeler quand même que les élections européennes ont lieu le 9 juin. 9 juin, absolument. Écoutez, à vous de choisir, à vous de choisir, vous les auditeurs, de choisir ou ne pas choisir, d'ailleurs, c'est votre liberté la plus totale. En tout cas, ces lieux de pouvoir, visitez-les avec Sébastien Le Foll et tous les collaborateurs. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant, l'esprit des lieux, ça existe, et on le voit dans ce livre. Eh oui, Sébastien Le Foll, merci d'être venu sur Sud Radio. Je rappelle donc que votre livre, Les lieux du pouvoir, est paru aux éditions Perrin sous votre direction. Tout de suite sur Sud Radio, vous retrouvez Brigitte Lahaye.